Weddi Koumafi qui reçoit finalement le visa pour aller en France. On attendait ça depuis, je crois, 6 mois ou plus. Et finalement, ça s'est fait. Et elle ira en France pour peut-être s'essayer. Voilà, c'est aussi une bonne chose. Hein. Jamais. Oui, c'est une première. Hein. Oui. Je me souviens pas. Non, oui. D'ailleurs, une grande première. Ouais. Et on va prier. Hein, on va prier fort pour que son test réussisse et qu'elle puisse s'installer dans ce club, dans le club poitevin. Parce que derrière elle, si elle arrive à s'imposer, si elle arrive à donner à Poitiers une bonne image du football féminin au Togo, je parie que derrière d'autres joueuses... Ça peut ouvrir la voie absolument. Parce que c'est une première et c'est à ce niveau-là qu'il faut attirer l'attention de Weddi Koumafi sur le fait qu'elle ne doit pas dormir sur ses lauriers parce qu'aujourd'hui, elle va aller en France pour aller s'essayer. Elle est comme une ambassadrice. Absolument. Et que l'enjeu pour elle va au-delà de sa personne. L'enjeu pour elle va au-delà de sa personne. C'est tout le Togo qu'elle représente finalement. Et que surtout, elle ne commette pas l'erreur que commettent beaucoup de joueurs togolais. C'est-à-dire, le plus important, c'est de quitter le Togo pour arriver quelque part en Europe. Et le reste, il n'y a plus rien, on ne progresse pas, on ne travaille plus, on se contente du peu qu'on a. Mais il faut que l'encadrement, et je veux croire que M. Amenti, Valentin va faire ce travail-là de sensibilisation, ce travail de coaching, pour que sa police fasse mieux que les prédécesseurs au plan du foot masculin, et que ce travail de sensibilisation-là lui permette de savoir que non seulement aujourd'hui elle a une chance pour s'insérer dans le football professionnel au plan féminin, mais encore et surtout, elle n'a pas le droit de considérer qu'une fois dehors, une fois en France, c'est le péché mignon de tous les joueurs, hein, les photos ici, les photos avec les sur les réseaux sociaux, avec les écouteurs, et derrière il n'y a rien. Et moi, on fait un peu le show, quoi. Oui, et derrière, il n'y a rien. Quoi. Ce show-là n'est pas important du moment où on ne s'exprime pas. En tout cas, donc je veux espérer que c'est la prière qu'on va élever, qu'elle reste, comment on va dire ça, qu'elle reste, qu'elle garde la tête sur les épaules. Et qu'elle travaille. Qu'elle arrête de faire les photos, mais qu'elle travaille. Ouais. C'est une chance peut-être pour les autres filles, hein, parce que là, Kodio l'a dit, si elle se montre, on va dire, travailleuse, si elle se montre volontaire, elle porte aujourd'hui, on peut le dire, tout le football féminin togolais. Oui, Kodio l'a dit, c'est une première. Hein, c'est vrai qu'on a eu des jeunes filles qui avaient bien joué, qu'on espérait voir. Hein. Il y avait une qui avait fait des essais même au Congo, mais ça n'a pas été concluant. Pour une première en Europe, à Poitiers, en France, je crois que c'est la première, si je ne me trompe pas. Et comme Kodio l'a dit, elle porte le drapeau togolais du football féminin. Elle également va servir d'exemple, si elle réussit, aux autres. Kodio l'a dit, le péché mignon des footballeurs togolais, c'est de se comparer peut-être à nous autres qui sommes au Togo. Et ne veulent pas se comparer peut-être à ceux qui ont excellé, peut-être ceux qui aujourd'hui gagnent les ballons d'or, mais ils se comparent à nous et ça n'a pas d'importance. Donc pour elle aujourd'hui, si tout va bien, elle doit se comparer peut-être aux champions du monde ou pourquoi pas à ceux qui jouent peut-être déjà en première division française ou en Angleterre et autres. Donc je pense que c'est le défi qu'elle a à relever et comme Kodio l'a dit, si elle garde la tête sur les épaules, elle peut le faire. Elle a été meilleure joueuse, je crois, dans certaines rencontres lors du tournoi de l'UFOAB à Abidjan la dernière fois. Donc, c'est le résultat de ce travail-là. Maintenant, le travail n'est pas fini. C'est maintenant que le travail même commence pour elle. Il faudrait qu'elle soit à la hauteur. Il ne faut pas qu'elle fasse seulement des photos. Hein. Il faut Kodio l'a bien dit, il ne faut pas qu'elle fasse des photos. Et puis également, ce qu'on ignore également, c'est l'alentour. L'entourage, ça manque énormément chez nos jeunes frères. Ils oublient rapidement l'entourage
alors que ces conseils-là, les conseils que l'entourage également puisse apporter. Oui, quand vous parlez de l'entourage, il faut d'abord se demander c'est qui l'entourage. Voilà. C'est aussi ça qui dessert parfois les joueurs africains et les joueurs togolais. Parce que c'est très simple à établir comme évidence. Quand vous voyez les joueurs ivoiriens, camerounais, quand ils arrivent en Europe, ils progressent. Mais les joueurs togolais, ou ils stagnent, ou carrément ils dégringolent. Donc l'entourage leur dit quoi? Tu es en France, je suppose. C'est déjà bon, tu fais quoi encore? Vous voyez ça? Alors que les autres, c'est pourquoi je dis, les photos, moi je n'en veux pas. Peut-être qu'on confond les choses. L'entourage, ce n'est pas forcément la famille. L'entourage, c'est ceux qui font le boulot autour de toi. Les conseillers sportifs. Voilà. Justement, est-ce que les joueurs togolais ont pris cette habitude-là? Voilà. C'est ça la question. Vous avez évoqué tout à l'heure son président, Ameti Valentin, qui doit travailler énormément pour elle, qui doit faire un effort pour l'accompagner. Le président ne suffit pas. Voilà. Il faut un joueur qui veut progresser doit s'entourer des compétences qui peuvent l'aider à avancer. Pas ceux qui lui disent on va faire une fête, on va faire ci, on va faire des photos, on va mettre des photos sur les réseaux sociaux. Non, c'est peut-être drôle, mais c'est un paramètre extrêmement important. Et vous voyez les joueurs togolais, beaucoup ils sont comme des solistes quoi. Ils évoluent solo. Ils sont 2 personnes autour là. Et le reste là, on s'en compte. Alors qu'ils vivent en autarcie. Il faut un staff. Le joueur qui veut avancer, il faut un staff. Et c'est ce staff-là qui bosse pour lui. Ce staff connaît comment ça se passe. C'est-à-dire que quand vous en faites même en Europe, il y a des joueurs qui n'ont pas un talent extraordinaire. Mais le boulot qu'on fait en bas est tel que... Mais vous allez le retrouver à Marseille. Vous le retrouvez au Milan AC. Du lobbying autour de lui. Alors qu'il n'est pas forcément le meilleur. Donc je veux que les joueurs togolais réfléchissent à cela et qu'ils s'entourent vraiment d'un staff qui peut travailler pour eux. Voilà. Et je veux espérer qu'aujourd'hui, Wediko est dans cette situation-là, qu'elle soit vraiment une pionnière, qu'elle bosse. Vraiment. Bonne chance donc à Wediko, ma fille. Bonjour Nolakina. Bonjour Franck. Bonjour, tout va bien? Ça va bien. Alors, c'est une première, hein? Oui, évidemment, c'est une première. Une joueuse togolaise en France pour des tests. Oui, surtout que le marché du football féminin n'est pas aussi ouvert que celui du football masculin. Donc moi, je l'encourage déjà, et puis j'encourage déjà les autres filles qui ont choisi de faire carrière de football. C'est pas tout facile dans le secteur féminin. Maintenant, comme vous avez commencé à le dire, il est important de mentionner l'entourage du joueur, surtout quand vous voulez faire une carrière. Mais malheureusement, on voit que dans le contexte togolais, la plupart de ces joueurs-là arrivent peut-être à décocher un test ou à commencer leur carrière à un âge avancé. Donc ça fait que voilà, quand tu fais le calcul, tu te dis, bon, j'ai pas réellement besoin de grand-chose. J'ai plus peut-être 10 ans de carrière à faire, j'ai pas 5 ans, j'ai 3 ans. Donc si je trouve quelque chose de bon, je m'attarde dessus et puis voilà, basta. Mais malheureusement, c'est ça. Donc ça remet en cause ce dont vous parlez au début, le football à la base, le football des jeunes. Comme ça, on donne l'opportunité à ces joueurs-là de rapidement décrocher des contrats à un âge très, très jeune pour avoir une carrière très élargie. Mais quand on vient décrocher des tests ou des contrats à un âge avancé, on n'a plus grand-chose à faire. On se dit, voilà, ce que j'ai là, ça me suffit. Et puis, je vais me débrouiller avec. Malheureusement, c'est ça. Donc, voilà, c'est encore un autre défi. Mais une fois encore, beaucoup de courage à ma fille. Et puis, je pense que voilà, elle va décrocher ce test rapidement et faire la fierté du pays. Pourquoi pas? Voilà, Nolakina d'ailleurs en maillot de Manchester. Hein. Manchester n'a pas à blaguer pour le compte du Boxing Day contre Newcastle 4-1 à l'arrivée. Juste une pause et on se retrouve derrière. Et on parle d'une affaire qui rebondit. C'est cette affaire de Lunghi qui revient sur le tapis avec les ayants droit qui ont signé la Fédération togolaise de football, on va dire la Sierra Leone, et puis qui encore la CAF. La CAF à la justice. C'est pour février 2020, si ça doit tenir. Ils réclament plus d'1 milliard de dédommagement. Voilà. Et là-dessus, il y a eu débat toute la semaine. Je vous propose d'écouter par exemple
le confrère Latif Yorouma là-dessus. 13 Togolais, dont le ministre des Sports de l'époque, Richard Atipoué, ont perdu la vie après le crash d'un hélicoptère à Lungi, en Sierra Leone. Ce lundi, la CAF, la FTF et la Fédération sierra-léonaise de football sont assignées à comparaître le 25 février 2020 devant le tribunal de première instance de Lomé. Ceci à la demande sur requête des ayants droit des 13 victimes du drame survenu il y a 12 ans, alors que le Togo était engagé dans les éliminatoires de la CAN 2018 au Ghana. Les parents des disparus réclament par famille l'indemnisation évaluée à plus de 81 millions de francs CFA. Au total, plus d'1,6 milliard de nos francs pour l'ensemble des parties à faire, à suivre. Voilà Latif Yorouma qui nous donnait plutôt plus de précision autour de cette situation-là. Et nous écoutons derrière Aimé Ekpe, directeur de publication de l'équipe sportive. Les ayants droit ont droit justement de reposer le problème aujourd'hui et de voir dans mais quand même ça fait 12 ans, hein, 12 ans et ça peut encore prendre du temps. Oui, ça va encore prendre du temps, sûrement, parce que ça dépend maintenant de l'État sierra-léonais, puisque c'est lui qui est accusé en fait, parce que c'est eux qui n'ont pas pris les dispositions sécuritaires, les enquêtes ont été menées et on a pu situer les responsabilités. Et c'est l'État sierra-léonais avec la fédération justement qui sont visés dans cette accusation. Et il y a eu, disons, un terrain d'entente trouvé. C'était donc à l'amiable. Ouais. Et on n'a pas compris pourquoi depuis des années l'État sierra-léonais n'a pas bougé. N'a pas pu bouger. Et il y a eu une conciliation. On a trouvé un terrain d'entente. Et donc c'était à l'amiable que, en principe, l'État sierra-léonais et la Fédération sierra-léonaise de football ont accepté dédommager justement. Et le drame, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été fait. Alors donc, c'est là cette assignation peut-être c'est pour rallumer la flamme autour du tout à fait. Maintenant, c'est sûr que le cabinet de Maître Martial Akakon va vouloir mettre là-bas un peu plus haut pour peut-être espérer avoir au moins ce qui était convenu. À l'instant, Aimé Ekpe, Manu Adiwanou, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux confrères et à tous les auditeurs de Sport. Qu'est-ce que cette affaire vous dit aujourd'hui? C'est toujours un sentiment de désolation en fait, parce que dans un premier temps, le Togo a perdu des citoyens qui devaient jouer un rôle ou qui jouaient un rôle. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Maintenant, le reste du travail, c'est tout au moins d'honorer leur mémoire et de faire en sorte que ceux qui, en tout cas, ont perdu ces disparus, ceux qui aujourd'hui sont restés orphelins et ont perdu leurs membres de famille assez importants, puissent en tout cas être dédommagés. C'est ça le plus important. Et ne pas les considérer, ne pas faire en sorte que ces familles soient en tout cas soulagées. Fassent totalement le deuil. Voilà, fassent totalement le deuil. C'est un peu déplorable, on va dire comme cela. Il va falloir que tout rentre dans l'ordre. Pour nous, on l'a toujours dit, les enquêtes, les démarches, ça commence, mais on ne les finit pratiquement jamais au Togo. Et c'est ça qui n'est pas bien. Maintenant, c'est la faute à qui l'État, on se souvient, avait donné sa partition 10 millions. Oui. Beaucoup disent que c'est la mauvaise foi du côté sierra-léonais qui fait traîner les choses. Non, quand je dis cela, l'implication politique doit aller au-delà de l'argent donné. En fait, ça doit être aussi un travail diplomatique à faire pour que l'autre pays puisse se sentir vraiment impliqué dans ce qui s'est passé. Ouais. La société également qui était à la charge de ce transport aérien doit également, en tout cas, payer sa partition. Et tout cela doit être mené avec une certaine diplomatie.
du côté des politiques aussi. On ne va pas laisser les familles seules, en tout cas, chercher à avoir gain de cause sans qu'on ait un accompagnement des politiciens qui gèrent le pays ou du gouvernement, je veux dire, dans son ensemble. Donc, il va falloir franchement que cette affaire-là soit tirée au clair une fois pour de bon, savoir comment tout s'est passé d'abord, ensuite dédommager comme cela se doit et pour que ces familles aussi retrouvent une certaine sérénité et paix. Oui, comme je vous l'étais, 12 ans après, on est là à réfléchir. Franck, c'est pénible de constater que la tragédie qui a endeuillé le Togo en cette année 2007 là, et qui a fait perdre la vie à 13 concitoyens, que cette tragédie-là devienne aujourd'hui une affaire d'argent. Et j'imagine la peine des familles éplorées, parce que en plus de ce qu'ils ont perdu, on dit que rien ne vaut la vie, mais que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Hein. En plus des êtres qu'ils ont perdus, ils ont le sentiment d'être oubliés, ou bien d'avoir été oubliés. Et c'est à ce titre-là que c'est davantage pénible pour ces familles. Je sais que la réclamation qu'ils font n'est pas de nature à faire croire qu'ils voudraient monnayer la vie de leurs parents contre de l'argent. Non. J'y vois tout simplement un symbole. Et ce symbole-là, même autour duquel il y a eu ces compromis-là, ce symbole même, on a été réticent à le respecter. Et je crois que le sujet-là, non seulement c'est tragique, moi je crois que la tragédie est davantage grande parce que tout se passe comme si ici et là, on a déjà passé par ses profits, cette tragédie que le Togo a connue, et c'est ça qui n'est pas bien. Je crois que la moindre des choses, c'était de respecter l'accord qui a été convenu, afin que les familles sentent ou bien sachent qu'on a eu du respect pour elles. C'est peut-être ce manque de respect-là, ce sentiment qu'on leur manque de respect, ce sentiment qu'on leur manque de respect, qui a suscité cette action en justice. Et je crois que ce n'est que justice. Parce que même si l'argent ne va pas remplacer les vies qui sont perdues, il faut au moins cet acte symbolique-là pour que ces familles-là se rassurent un peu, se consolent de savoir que ceux qui ont peut-être été à la base de cette tragédie-là ont fait pénitence et ont respecté leur engagement. Voilà, donc on espère que cette histoire-là sera réglée pour que, comme on le dit, que les familles puissent totalement faire le deuil autour de ce drame. Vous vous souvenez, le ministre des Sports à l'époque, Richard Atipoé, est parti dans cet effroyable accident, sans oublier le conseiller de la Fédération togolaise de football, Aminra Théodore, et puis la directrice de l'époque de Radio Sport FM, Olive Mensa. Donc c'était dans des conditions effroyables, atroces. Est-ce qu'il s'agissait d'un accident? Bon, on se le demande. Allez, si tu sors d'où avec ça encore? Donc, on n'a pas... Moi-même, la dernière fois après l'émission, j'ai découvert une ancienne parution du Forum de la semaine qui datait du 15 août 2007, où il y a un diplomate occidental qui révélait des choses. Par rapport à ça? Par rapport à cet incident. Et qui disait quoi? Par rapport à cet incident, qui disait quand même que... ce drame, hein? Ce drame avait une origine criminelle. Parce que selon lui, il était en possession d'un rapport confidentiel qui disait quand même qu'il y avait eu des antécédents entre certaines personnes, et ceux qui auraient abattu, n'est-ce pas, cet hélicoptère sont des rebelles proches d'un certain Fodé Sanko, qui était un ancien chef de guerre de la Sierra Leone.
je pense quand même qu'il y a les archives aujourd'hui. C'est la parution du 15 août 2007. Le forum de la semaine. Forum de la semaine. Qui dit tout ça. Voilà, qui dit tout ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, et même à l'époque, il y avait la commission du ministre Agba qui avait dit qu'il y avait une seconde explosion, ce que l'État sierra-léonais, contestait à l'époque, parce qu'on estimait que du moment où certains rapports révélaient des choses, on avait refusé à Lomé de mettre en place une cellule d'enquête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il n'y avait pas de cellule d'enquête. Si c'est qu'il y avait vraiment une cellule d'enquête, aujourd'hui, les familles ne seront pas là à réclamer de l'argent. On aurait dû situer les responsabilités. Je crois qu'avant peut-être de parler d'argent, il faudrait quand même que les responsabilités soient situées pour que demain ou après-demain, cela ne puisse... Qu'on puisse voir clair dans cette affaire. Dans cette affaire. Oui. Voilà. Ça peut revenir aussi au moment du procès, hein, qui sait. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Bonjour peut-être à l'invité. Nous continuons cette émission Samedi Sport. C'est Emmanuel Ajavon, il est partenaire officiel du Football Club Barcelone pour le projet Barça Academy au Togo. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous Bonjour allez à tous. bien? Bonjour aux auditeurs. Je vais très bien, merci. Bien. Alors, c'est quoi Barça Academy Togo? Alors, très simple. Barça Academy, avant d'être Togo, la Barça Academy est une académie officielle du FC Barcelone qui existe déjà dans 32 pays à travers le monde. Donc, c'est une réplique de franchise de la Barça Academy Barcelone, donc le fameux centre de formation que tout le monde connaît et qui débouche sur la Masia, et qui est en cours d'implantation au Togo depuis maintenant 6 mois, puisque la première étape de notre implantation a eu lieu au mois d'avril de cette année, 2019, au cours d'un stage qui a eu lieu au stade Omnisport de Lomé. Et la deuxième étape donc, consiste en l'exécution d'un deuxième stage qui a actuellement lieu au stade de Kégué. Voilà, alors est-ce qu'il s'agit juste de détection par moment, par intermittence, ou bien on veut implanter une vraie académie du Football Club Barcelone ici ? Alors, comme vous le savez, je dirais la vraie valeur ajoutée de la formation du FC Barcelone, je dirais même l'histoire du FC Barcelone se base sur la formation de sa cantera, c'est-à-dire de son centre de formation interne, et qui l'a mené vers les plus grands succès. Mis à part les grands joueurs qui ont constitué l'équipe, qui ont été, on va dire, la tête de pont de l'équipe. Donc la formation est, je dirais, l'essence, donc la philosophie du FC Barcelone, et il ne s'agit de formation. Nous sommes là pour former, nous sommes là pour amener une valeur ajoutée au football togolais, au travail des clubs, au travail des sélections de jeunes, et nous ne sommes pas du tout dans une optique de détection. Voilà, nous sommes là pour former. Alors bien évidemment, si nous trouvons un Messi togolais, je crois que tout le monde sera très heureux, mais notre objectif est avant toute chose de divulguer, je dirais d'amener donc ces groupes de joueurs et de joueuses, car nous promotionnons également le football féminin, à intégrer les concepts méthodologiques de la formation du FC Barcelone. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du premier passage ici du Barça Academy Togo? C'était en avril dernier. Tout à fait, en avril de cette année. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bien, je dirais la spécificité du modèle Barça Academy consiste à former des joueurs et des joueuses, plutôt pour être galant des joueuses et des joueurs, mais également des entraîneurs. Voilà, c'est donc un vrai transfert de technologie qui va au-delà de la simple formation du joueur. Ce qu'on peut retenir, c'est par exemple le groupe d'entraîneurs locaux qui ont été formés lors du stage du mois d'avril, ont d'ores et déjà, je dirais, commencé à mettre en place une association, je dirais, informelle, mais pour nous, il est très important de voir que finalement, notre passage a déjà amené une valeur ajoutée au football togolais à travers la formation de ces entraîneurs, qui a déjà commencé à faire des masterclass et des cliniques. Ils sont combien ? Ils sont 12. Voilà, 12 entraîneurs qui nous ont été recommandés par la Fédération togolaise de football, qui est notre partenaire technique au Togo, et qui donc promulgue déjà nos méthodes et notre savoir-faire à travers les clubs. Donc c'est déjà une petite victoire pour nous. Bien, voilà. Alors pour ce qui va se passer actuellement, vous êtes encore à Lomé pour continuer et sur cette base-là. Et concrètement, ça va faire quoi? Ça va être quoi cette fois-ci? Alors, le concept de la Barça Academy, dans un premier temps, surtout dans des pays, je dirais, qui sont aux antipodes. Donc, l'Espagne n'est pas forcément un pays qui connaît très bien le Togo, n'est-ce pas? Donc, avant d'installer un centre permanent, d'abord, nous réalisons des stages.
Alors, ce qui nous permet de mieux connaître l'environnement, de mieux nous rendre compte que le Togo est un pays stable et le pays est un Togo dans lequel nous pouvons monter ce genre de projet. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, et c'est ce que nous faisons à travers les stages. Donc le premier, le second. Et ensuite, l'objectif ultime sur lequel nous travaillons déjà en amont, c'est l'ouverture d'un centre permanent. Voilà. Et quelle est la spécificité de ce centre? Tout comme pour les stages, ce sont les entraîneurs du FC Barcelone qui viennent et qui animent ces stages. Et quand le centre permanent sera ouvert, ce sont les entraîneurs qui résideront en permanence au Togo. Voilà. Donc on peut espérer, c'est-à-dire après la détection, vous avez dit que vous irez au-delà de la simple détection. Est-ce qu'on peut envisager des départs des jeunes talents d'ici vers la Masia? C'est possible? Je vais vous répondre d'une manière qui vous surprendra peut-être. Mais notre objectif est que la Masia vienne au Togo et non pas que le Togo arrive vers la Masia. Pourquoi? Parce que le football africain regorge de talent. Le football togolais regorge de potentiel. Et, malheureusement, dans le monde du football, nous nous trouvons confrontés à des situations dans lesquelles de jeunes joueurs mineurs sont amenés à quitter leur pays, quitter leur famille, quitter leur milieu, quitter leur scolarisation et se retrouvent dans des situations précaires car le sport de haut niveau, de très haut niveau, est extrêmement cruel. Donc il y a c'est un miroir aux alouettes, ok. Certains y arriveront, beaucoup échoueront, mais nous sommes au-delà de ça. Nous sommes au-delà car le sport avant toute chose sont des valeurs, alors que les valeurs cardinales du FC Barcelone, est le travail, l'humilité, l'ambition. C'est ce qui est le plus important pour nous. Si au bout de notre effort, quelques joueurs réussissent à intégrer le FC Barcelone, ou un joueur, ce qui serait déjà extraordinaire, voire même d'autres clubs, UP et prestigieux en dehors du Togo, fantastique. Mais notre objectif est réellement de former le joueur et de former l'homme. Car pour toute personne qui a fait du sport de haut niveau, on sait que le sport est extrêmement aléatoire. C'est fabuleux et fantastique, mais des Cristiano Ronaldo et des Lionel Messi, il y en a très peu. Donc il faut bien expliquer aux jeunes joueurs que le sport, avant toute chose, est une école de la vie, d'humilité, de travail, de dépassement de soi, d'ambition. Et qu'avant toute chose, il faut respecter un certain processus. Et si à l'arrivée, le destin, en plus du travail et de la qualité de la formation, permet à un ou plusieurs joueurs soit d'intégrer le FC Barcelone, soit d'autres clubs de prestige, nous serons les premiers ravis et heureux. Mais notre propos est ailleurs. Tout le monde connaît aujourd'hui Lionel Messi et tous les enfants veulent jouer comme lui, veulent devenir comme lui. Mais aujourd'hui, il y a également une pépite qui vient de la Guinée-Bissau, Ansu Fati, qui a 17 ans déjà marqué en Ligue des Champions. Il est d'ailleurs le plus jeune à le faire. Quel est le message que vous voulez envoyer aux jeunes qui regardent ça à la télé et qui veulent un jour peut-être avoir cette chance de jouer déjà à 17 ans au Football Club Barcelone? Mon message, c'est que pour toute personne connaisseur de football, c'est qu'un cadet deuxième année, c'est le cas d'Ansu Fati, puisqu'il vient d'avoir 17 ans, qui réussit à jouer avec la première équipe du Barça en Champions League, voire même le Classico auquel j'ai assisté il y a quelques jours. C'est de la science-fiction, mais ça existe. Et c'est un bon modèle, c'est une référence finalement pour tous les jeunes joueurs qui se rendent compte qu'avec le talent et surtout l'abnégation et le travail et la consistance et la persistance, on peut effectivement arriver à ce résultat. Mon message, c'est un message d'espoir et d'ambition, tout en n'oubliant pas d'être réaliste, car Ansu Fati, le dernier joueur dans le FC Barcelone qui a eu la possibilité de s'exprimer à ce niveau-là, à cet âge-là, c'est le Bojan Krkić. Bojan Krkić, aujourd'hui, qui a disparu. Qui est passé aux oubliettes. Donc le sport de haut niveau revêt multiples facettes. Et il faut donc, notre devoir et notre mission, c'est d'expliquer aux jeunes joueurs dans quel environnement ils se trouvent. Voilà. Et bien entendu, après, de le guider et de l'appuyer dans sa démarche. Emmanuel Ajavon, merci d'être venu. Je rappelle qu'il est le partenaire officiel du Football Club Barcelone pour le projet Barça Academy Togo. On reste en contact. Merci, à très très bientôt. Merci à vous et bonjour et bonne journée, bon week-end et felices fiestas aux auditeurs. Bonne fête. Et visca el Barça. À très très bientôt. Et nous recevons Güler Inoussa depuis Sokodé. Güler, bonjour. Bonjour, nous sommes en France, bien sûr. Oui. Bonjour. Très bien. Alors, on va parler de la D1, de la D2. Déjà, pour commencer, allez-y. Oui, la deuxième division, acte 3 du championnat national. Les relégués s'affrontent cet après-midi à nous, Franck. Les relégués, c'est-à-dire Bikenti de Bassar et Fouadom.
Football Club de Dapon pour attendre 2 sorties de victoire. Week-end de Bassar, 2 sorties, 1 victoire et nul face à Doumbé Football Club de Mango. Les deux s'affrontent sous le coup de 15 heures au stade municipal. La réunion technique est terminée, tout est en place. On annonce la venue des 2 équipes, mais pas dans la ville, tout le monde est en stand-by. Si regarde, on est sorti, on n'est pas loin de l'aéroport international de Niamtougou. Et nous sommes à quelques accablures de la base chasse de Niamtougou où nous voyons des Alpha Jet personnels prêts pour le décollage, pour la sécurisation de notre territoire sur le plan aérien, nous, Niamafranc. Cet après-midi, sous le coup de 15 heures, 21 heures, explication en direct sur Sport FM avec vous, Younous Sagulaire. Pour les autres confrontations, nous avons CDF ACNOUR où l'apprentissage est tellement difficile. CDF ACNOUR, 2 sorties, 2 défaites jour cet après-midi. Une autre grosse pointure du football togolais, l'Espina de Pagouda, entraîné par Bataba Balakiem. Ça serait vraiment compliqué pour CDF ACNOUR parce qu'il ne fallait pas perdre cet après-midi. Mais attention, l'adversaire de taille, attendons la fin des 90 minutes. Non loin. Du côté de Kara, ça serait à Ketao demain. Bunda de Ketao qui a réussi à battre Kakadle de Dépalé. Dans le temps additionnel, lors du J2, reçoit dans son entre Agoua, de Koussountou qui a fait nul avec l'AS Binae au coup de sifflet final à Koussountou le week-end dernier. Il a pu, qu'on siffle la fin, il a fallu aussi que l'arbitre fasse 100 mètres plat dans le champ d'Anacarde du côté de Koussountou avant d'être sécurisé par les protégés du colonel Martinez, du colonel Opaoul. Et précisément, parlons maintenant de l'équipe de l'Union sportive d'Akondi. Là aussi, l'apprentissage est difficile, mais demain, ça sera un match entre 2 équipes frères. L'équipe de US Akondi qui est dans la préfecture de Blita. Le Football Club de Sotobois dans la préfecture de Sotobois. Ça serait Akondi pour eux. Trop, c'est trop. 2 défaites à sortie. Nous avons l'obligation pour les 3 points. Tout le monde prie pour cette équipe de l'Union sportive d'Akondi. Et maintenant, à Mango, ça serait Doumbé de Mango, Kakadre de Dépalé, des habitués là aussi du championnat de 2e division. L'essentiel qu'en conclusion, beaucoup sont appelés, peu seront élus, ils seront 10 au départ, une seule équipe rejoindra le championnat de l'élite franco-nonyama. Voilà, on a planté le décor côté des 2. Lorsqu'on en vient maintenant à la première division nationale de football, ça donne quoi, Gueuler? Ah oui, des rencontres alléchantes, des rencontres alléchantes. Surtout au stade du camp général Ameyi. Et Kara, là, on ne parle plus de la sécurisation. Non. Nous, ma France. Là, un agent qui n'est pas de service et qui suit le match, en cas de quoi il intervient. C'est ça aussi la sécurisation. Là, on ne parle plus de sécurité. Ça sera le leader du sport de Sokodé qui va aller jouer l'ASCO, l'actuel 2e, ASCO qui a presque tout corrigé. Parce que la saison passée, ASCO se cherchait. Et cette année, je crois que ASCO est parti sur de bons offices. Et je crois que l'ASCO de Tara va jouer Unisport Football Club de Sokodé. Et ce n'est pas facile. Les jaunes noirs auront du pain sur la planche. Ils auront du pain sur la planche. Et Unisport, hier, le président a fait un crochet. Machoud a fait un crochet pour dire félicitations aux joueurs. Continuez ainsi. Allez-y à Kara. Revenez-moi avec les 3 points. Le reste, nous allons discuter. Et c'est comme ça à Palimé. Gomido a tenté de prendre les 3 points finalement. Gomido tombe. C'est comme ça à l'état-major des forces armées togolaises. Devant les yeux du général Félix Katanga, le Jacques Pouvoir de l'armée togolaise. Et là, le dynamique togolais a été dynamité par Unisport de Sokodé. Demain, ASCO est averti parce qu'ils ne sont qu'à 74 km. Ils ont des infos de l'ASCO de Kara. Ils savent que ça sera un match ouvert. Et pour que ce qu'on puisse dire sur ce match-là, il y aura de l'intérêt que ça soit avec violence acteur 0, que les arbitres aussi jouent pleinement leur rôle. Quand on revient maintenant à Sokodé, le guerrier de Tchaoudou a presque perdu le pédale. Le guerrier a perdu le pédale. Mais remobilisation de sa base, remobilisation de tout ce qui se passe du côté de Thématie de Sokodé. Demain, les anges, un supporter Paris, je signe, demain les anges deviendront les bulletins. Mais les anges de Nontien ont une fois passé par Unisport de Sokodé, 0 but partout. Mais tel que nous avons vu l'engouement de tout le public, je crois qu'aujourd'hui, les anges auront vraiment chaud du côté des guerriers de Tchaoudjo. Santakoro qui mettait ses 2 chambars, qui revient des nuls avec Gomido, va jouer l'équipe de l'AS Togo-Port de Zoumen. L'AS Togo-Port a une fois joué à Sokodé, mais ils ont perdu à Bafilo. Attendons qu'il aura match. Et à Bafilo, Sarah Sport de Bafilo, qui a trébuché devant Unisport sur la marque de 2 buts à 0.
demain reçoit les requins mal d'Anero, loin des lagunes, loin de la mer. Ça serait difficile pour les requins mal, mais le football n'est pas mathématique. La STK Football Club de Cara a traversé ce côté hier à 14h. Ils sont arrivés à Lomé, ils jouent. La SOTR, est-ce que les protégés du président Kessé Honoré refuseront de payer les impôts d'Antisécation? Nous, Yamafan, tout cela, tout le coup de 15h, aujourd'hui et demain, on verra la faisabilité sur les matchs-là, mais on ne cessera jamais de le dire avec violence à 0 Franck Nwima. Oui, Guelari Noussa, oui, on a fait les tours des deux championnats. Et puis, derrière, on va dire que oui, le 26 dernier à 17h, on a bouclé la liste des candidats au poste de président de la Fédération togolaise de football. Là-bas, à Sokodé, qu'est-ce qui se dit autour de ce congrès électif qui arrive? Ah oui, nous attendons que la commission électorale puisse nous dévoiler avec exactitude ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Quand la commission électorale va dévoiler tout, nous voyons qu'il y a eu quand même, si on s'en tient aux réseaux sociaux, il y a eu des mouvements, Il y a eu des mouvements. Nous voyons que Tchakondo Sebabi est sorti. Touré Baba, là, c'était prévisible, Touré Baba est sorti. On a sorti Kapten Moustapha, on a sorti Flendia. On a sorti mon frère et ami Kazmir, et pour l'ancien proviseur du lycée de Kodji. Là, c'était presque pour partir, il était déjà suspendu par la FIFA et par la CAF. Mais nous voyons aussi sur les réseaux sociaux l'entrée de qui? De Agoro Medjestribi. Ah oui, nous l'appelons effectivement l'homme des dossiers. Un homme qui respecte, l'homme des dossiers. Parce que chez lui, I égale I égale I, O égale O. Il n'y a pas autre couleur à part les deux, il n'y a pas autre appellation à part les deux appellations. Agoro Medjestribi, un douanier hors pair, cet homme qui connaît très bien Sokodé, cet homme même que les supporters de Sokodé, quand on le voit venir, mes amis, on dit, lui, il n'est pas comme les autres. Et si je serait confirmé qu'il est le deuxième vice-président de la Fédération togolaise de football, je crois que nous devons saluer cela, parce que c'est la plus nouvelle là, je crois qu'on devait donner autre nom, le renouveau. Voilà, ah bon, c'est vous qui donnez les noms maintenant. Non, mais ce n'est pas que je donne les noms, mais je crois que nouvelle est là, on appelle les là avec les 4 années du président Apovi. Maintenant, c'est le renouveau, avec des terrains synthétiques par ici et par là. Et dès que ça va finir, félicitations aussi au gouvernement. Je crois avec le renouveau, on verra. Mais sans oublier aussi, Pisa Hervé aussi, qui est d'abord oublié, mais aujourd'hui même, par sa candidature, même si le jour J il ne passe pas, il aurait quand même tenté sa chance. Si on accordait encore 72 heures, peut-être que Gueleur pouvait aussi essayer. Nous, Nyamafa, premier vice-président, l'honorable député Akoda Joseph, deuxième vice, notre maman, membre, Grégoire, membre, Yorouma Latif, membre, mais comme maintenant c'est fermé, on va quand même faire ce que veulent les autres. Nous, Nyamafa, qu'au 25, que le meilleur gagne, nous, Nyamafa. Voilà, donc ce qu'on peut dire avec Guelari Noussa. Merci quand même, on reste en contact pour les matchs de cet après-midi. Allez, à très 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 bientôt. En direct de Niamtougou, Bikenti, Fouadan, 15h, à tout à l'heure. À très bientôt, voilà, on va juste marquer une pause, après on revient ici en studio. Merci de choisir Sport FM. Il y a 2 nouveaux visages dans le studio qu'on n'a pas salués. On va commencer par Henri Djagba. Il vient de la Fédération togolaise de football. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour à tous mes amis autour de la table. Ah, il est dans une casquette Liverpool, et maillot Liverpool. On supporte Liverpool. Oui, et sans même vous dire que mon premier fils me met entraîneur là-bas, au niveau de U10, U15. Et donc, je ne peux que supporter Liverpool. Je l'ai dans le sang. Voilà, Liverpool qui marche actuellement sur l'eau là-bas en Première Ligue. Nieni Sebabi, bonjour. Bonjour Franck, bonjour chers auditeurs, bonjour le plateau. Vous êtes aussi en rouge, mais c'est pas le rouge de Liverpool. Moi je suis en Sémassi de Sokodé. On vous annonce qu'il est le nouveau sélectionneur des U20 du Togo après la disparition de Aivi Ekwevi, dont nous saluons encore la mémoire ici. Voilà, Nieni Sebabi va prendre sa suite pour
mettre en place une sélection des U20. On parlait de la première division. On va rapidement vous donner le calendrier complet de cette 11e journée. Et ce match entre Ifodje et Dito à Atakpame Semassi, qui ne va pas bien ces derniers temps, joue contre Ange Football Club à Sokode. Maranatha Gomido, le derby du Grand Cloto. On a ce match intéressant entre l'ASCK, pas l'ASCK Lasco, et Unisport. C'est les deux premiers du classement. Les deux premières puissances de cette compétition se retrouvent pour un match, on l'espère, spectaculaire là-bas. Kara et puis Sarah Football Club jouent contre Boulouessou. Et là, ça va être très compliqué pour les requins mâles. On sait que Sarah est difficile à manœuvrer à domicile. La SOTR, qui reste le meilleur club sur les 3 dernières journées avec 3 victoires en autant de matchs, reçoit l'ASCK, le champion sortant du Togo, et Koroki Metete joue contre l'AS Togoport. C'est un match entre le champion 2017 et 2018 là-bas à Tchamba. On verra bien ce que ça devrait donner. Et la D2 joue sa 3e journée. Dans la zone sud, on a ce match entre Arabia et l'Étoile filante à Tabligo. Kotor de Mouretan reçoit en temps 2. Les deux clubs ont 4 points chacun. Et encore un derby pour Agaza après celui face à l'Étoile filante. Agaza joue contre Asfosa. Asfosa au moins à 1 point. Agaza 0 sur les 2 premières sorties. La Jeunesse Club d'Agua joue contre Tambo Football Club de Dacha. Cette équipe-là qui surprend et qui est venue battre la dernière fois Asfosa à domicile 3-2. Et puis Kotoko qui reçoit Espoir Football Club à Lavier. Dans la zone nord, il s'agit de 2 matchs avancés dès cet après-midi. Bikenti, Fouadan, ça c'est les malheureux de la première division de la saison dernière. Mais là, Bikenti n'a pas bien commencé. Fouadan, oui, avec 2 matchs, 2 victoires. Ça s'annonce intéressant cet après-midi. Donc à Niamtougou, sous les coups de 15h avec Guelarinoussa et le CDF Harknour qui fait un apprentissage compliqué avec 2 matchs de défaite, joue contre l'AS Bina. Bundiado Ketao, qui fait forte impression aussi, joue contre Agua de Kusuntu Kakadel de Defale qui sort d'une victoire face à Bikiti, joue contre Doumbé de Mango, US Agbandi de l'officier Oubaoul, sera face à Fouba Club de Soto-Bois. Voilà, le décor, il est planté. Très rapidement, on va se tourner vers Nieni Sebabi avant de rentrer dans le sujet principal de ce jour, le congrès électif à la Fédération togolaise de football. Nieni Sebabi, et rebonjour. Bonjour Franck. Vous venez là de prendre la suite d'Aïvi et Kouevi, votre collègue qui malheureusement n'est plus. Mais qu'est-ce que ça vous fait déjà? Bon, je peux dire que c'est un grand honneur pour moi de succéder à Aïvi et Koué. Toute attente d'un entraîneur de football, c'est d'aller en une sélection. Donc, je l'ai pris avec beaucoup de plaisir. Et puis, je pense que le travail était en train d'être fait par le feu Aïvi et Koué et que je vais continuer par la détection. Ils étaient à un niveau, donc on va continuer de travailler en ce sens pour voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Entraîneur des U20 du Togo, déjà, qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'allez-vous apporter comme vision? Qu'allez-vous apporter comme système de jeu? Peut-être déjà, vous y pensez? Oui, bon, je pense que ce serait un peu très tôt. Lorsque j'ai eu la nomination, je pensais que demain même, je pouvais commencer par travailler. Mais ça ne se passe pas comme ça en équipe nationale. Ce n'est pas un club. Donc, il y a des procédures à suivre. Il faut suivre le programme. Il faut rassembler l'équipe. Et puis, voilà, encore essayer de travailler, tamiser, parce qu'il y en a beaucoup. Heureusement, hier, j'ai fait le premier contact avec le staff qui était là. On a essayé d'échanger sur certains points. Premièrement, voir là où ils étaient. Et deuxièmement, comment se font les regroupements. Troisièmement, le programme qui nous a été assigné, voir comment est-ce qu'on peut rapidement regrouper ces enfants et commencer le travail.
Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu une sélection junior du Togo sur l'échiquier continental. Vous en êtes conscient et votre ambition, c'est de pouvoir permettre au Togo de se qualifier, et encore une fois, pour une compétition continentale. Non, effectivement, il semble que l'ancien avait des objectifs qu'on a fixés, le feu à Yvi. Donc, nous allons essayer de travailler sur ces objectifs pour voir si, voilà, comment est-ce que la fédération va nous traiter, va nous entretenir pour qu'on puisse arriver à ces objectifs. Vous êtes confiant en prenant la direction de cette sélection U20? Oui, bon, tout entraîneur est confiant. Mais on verra dans le travail, dans la continuité, dans la durée, comment est-ce que ça va se passer. Sinon, personnellement, je suis très confiant de la tâche qui m'a été assignée par la fédération. Je pense que grâce à vous, grâce à tout le monde, tout le public sportif, les journalistes y compris, tout le monde, je pense qu'avec vos aides, vos soutiens, j'atteindrai vraiment l'objectif. Alors aujourd'hui, lorsque vous regardez le football togolais, lorsque vous regardez globalement ce qui se passe, vous avez l'impression que vous pouvez trouver des joueurs qui peuvent faire l'affaire pour vous, parce qu'il faudra jouer et se qualifier pour les compétitions à venir. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, bon, le coach défunt a déjà fait un grand travail. Il a passé d'Apaon jusqu'à Lomé. Il a déjà rassemblé une quarantaine, je viens de le dire. Donc, je vais prendre ces 40-là, parmi lesquels on va encore travailler. La liste serait toujours ouverte. Aujourd'hui, je m'engage à suivre beaucoup les matchs de deuxième division, de troisième division des quartiers, pour encore voir les oiseaux rares qu'on puisse prendre. C'est là où se trouvent les talents. Voilà, c'est là où se trouvent les talents, surtout par rapport à l'âge aussi, pour pouvoir étoffer cet effectif. Ce n'est pas encore arrêté. Je pense que le travail continue. Je suis là, des propositions, si vous en avez, je suis là pour les accueillir et puis voilà, les tester pour voir si on peut encore avoir d'autres joueurs. Bon, je ne connais pas les noms, mais je peux citer certains noms qui sont dans le championnat, de certains joueurs qui jouent déjà en première division. Sama de Asco, bon, Toubé, Thibaut Kildier aussi qui est là. Il y a d'autres joueurs aussi en championnat de deuxième division, comme a listé hier. Donc je pense que je continue le travail sur le terrain. Cet après-midi, au lycée de Tocoin, il y a un petit match aussi d'une équipe, je vais aller suivre. Demain aussi, j'irai sur JCA pour suivre aussi les équipes de deuxième division pour voir si on peut trouver des oiseaux rares. Vous avez une idée sur vos débuts effectifs avec cette sélection? Pas encore? Non, je n'ai pas encore d'idée. Je ne connais pas les joueurs, mais il y a quelque chose qui est fait. Ici, le regroupement, on m'a dit, c'est en janvier. Je pense qu'en janvier, quand j'aurai regroupé ces joueurs, je verrai de quoi il s'agit. Et là, je peux me prononcer. Beaucoup de courage, Nienissé Babi, pour ce poste de sélectionneur des U20. Et voilà, vous l'avez dit, on sera là pour vous accompagner pour votre boulot. Ce n'est pas souvent facile. Voilà ce qu'on peut dire. Bonne chance et beaucoup de courage encore une fois. Et l'on en vient au principal sujet de cette émission. Il s'agit du congrès électif à la Fédération togolaise de football. La date retenue, c'est le 25 janvier prochain. On va dire qu'il reste moins d'un mois selon le chronogramme publié par la commission électorale. Les candidatures sont bouclées le 26 décembre à 17h. C'est fait. Il va y avoir études, examen du dossier, validation des candidatures ou rejet. Et puis après, on pensera peut-être à la campagne s'il y a lieu de faire les campagnes. Et Anas, si vous permettez, on ira chercher le dernier élément de votre conducteur. On va écouter le président de cette commission-là, Achou Darus. La commission électorale a un rôle assez fondamental, superviser et organiser l'intégralité du processus électoral, tel que les statuts de l'FTF l'ont dit et précisé dans le code électoral. Toujours, le processus électoral est sous notre entière responsabilité. Les candidatures sont recueillies jusqu'au 26 décembre à 17h.
pour être conforme au statut. Et puis après, il y aura l'examen de ces candidatures, les recours éventuels vont suivre et il y aura une publication définitive des candidatures. Bien entendu, les listes en termes de ce que les statuts de l'FTF disposent. Les campagnes vont commencer quand? Pour s'arrêter quand? Nous avons dit le 26 décembre, date limite de dépôt des candidatures. Okay? Du 27 au 31 décembre, il y aura examen donc des candidatures avec publication de la liste provisoire des candidatures. Et du 2 au 4 janvier, c'est la période des recours à la suite de la publication provisoire. Et le 6 janvier, date limite d'examen des recours. Et le 10 janvier 2020, date de publication de la liste finale. Donc, je crois à 15 jours du scrutin, dès lors que les listes définitives sont connues, 2 semaines suffiront pour battre campagne. Voilà, Atudarius, président de la commission électorale, une commission qui va diriger, qui va contrôler ce processus électoral au niveau de la Fédération togolaise de football depuis quelques jours déjà. L'examen des dossiers, c'est du 27 au 31. Voilà, il y a beaucoup de choses à respecter dans tout ça. Henri Diagba, vous venez de la Fédération togolaise de football. Certainement que vous allez parler au nom du Nouvel Élan. C'est toujours le Nouvel Élan. Quelqu'un parlait du renouveau maintenant ou bien l'envol. Non, c'est toujours Nouvel Élan. Vous ne voulez pas prendre l'envol pour la consolidation des acquis. Alors, voilà. Les candidatures viennent d'être bouclées. Il n'y a que 2 sur la liste de cette commission-là, en attendant que l'officialisation soit faite. Aujourd'hui, dans quelle posture vous trouvez-vous? Une posture de confiance? Vous êtes confiant par rapport à ce qui a été fait sur les 4 ans? Vous voulez continuer, mais quel est le sentiment que vous avez? En fait, je tiens d'abord à féliciter mon frère et ami Nieni Sebabi pour son élection et vous dire que pour sa nomination, excusez-moi, et lui dire de toute ma force qu'il a tout mon soutien et que tous mes bons voeux l'accompagnent dans l'exercice. Cela dit, c'est vrai qu'au niveau de la fédération Nouvel Élan, nous sommes très confiants. Et la période actuellement est une période d'évaluation. Parce qu'il y a de cela 4 ans, les acteurs ont accordé leur confiance à Nouvel Élan pour les diriger. Et aujourd'hui, pour cette évaluation, nous devions mettre en face de nous le pamphlet de campagne ou le plan d'action défini par Nouvel Élan avant d'arriver à la fédération. Nous devions l'avoir à côté et ensemble faire l'exercice, voir si tout ce que Nouvel Élan avait proposé il y a 4 ans, tout a été bouclé ou est en chantier ou est en cours ou en attente. Donc c'est à partir de là que les acteurs ou tout leader d'opinion peut juger si effectivement un travail a été fait sur le terrain. Après cette évaluation, bien entendu, ce qui n'a pas été fait, le Nouvel Élan a essayé de concocter son programme au moment opportun, surtout que la campagne n'est pas encore ouverte. Au moment opportun, nous allons dévoiler cela et essayer de charmer ou d'approcher encore ces électeurs. C'est dur encore une fois l'électorat. Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous dites, on a essayé de faire 25% du programme, on a essayé de réaliser 30%, 50%, 40%, 60%, ainsi de suite. Où vous trouvez-vous ? Aujourd'hui, si vous voulez qu'on fasse l'exercice ensemble, c'est vrai, ça va prendre au moins 2 ou 3 minutes. Oui, soyez bref. Oui, j'ai cela sous ma main. Le programme d'action à court, moyen et long terme. Mesures à court terme. Recrutement du directeur technique national. Est-ce que cela a été fait? Oui. Après, fin de mandat, on devait renouveler. Et vous connaissez ce qui s'est passé, mais incessamment, ça va être renouvelé. Nous avons la réorganisation du service de la FTF. Est-ce que c'est fait? Oui. Ça fait... Mais à quel niveau précisément? Oui, je peux dire... Quelques exemples. Quelques exemples. Aujourd'hui, quand vous allez à la fédération, vous savez qu'il y a un caissier, vous savez qu'il y a un comptable, vous savez qu'il y a un directeur de compétition, vous savez qu'il y a un secrétaire. Chacun est logé dans son enseigne et dans son bureau et fait son travail comparativement à ce qui se passait. Donc, je peux dire aujourd'hui, cette réorganisation avec un organigramme bien précis a été imposée à la fédération. Mais je veux également dire qu'on a demandé à un auditeur qui est venu les évaluer et au prochain mandat, si le nouveau bureau est élu,
nouvel élan est élu, nous allons mettre les recommandations de cet auditeur. Alors, la mise en place de l'organigramme, comme je le dis, effectivement, il y avait le connecteur FIFA, dont notre environnement a été mis dans le programme il y a 4 ans. Donc, nous avons aussi essayé de mettre en place cela. Ça s'appelle FTF Togo Connect. Aujourd'hui, tous les acteurs sont satisfaits. Les centres de formation, les académies, les clubs de D3, de première division sont satisfaits de l'évolution de ce bijou. Maintenant, les mesures à moyen terme, la formation des commissaires au match, nous en avons connu. La formation des entraîneurs D1, D2, D3 et du football des jeunes également a eu son chantier, bien entendu. La consolidation, l'invitation périodique des experts de la FIFA pour des séminaires au niveau des journalistes, au niveau de l'administration, ça a été également fait. Et la rénovation également des 6 ligues. Très bien. Donc à long terme, je peux dire qu'aujourd'hui, il y a une chose que nous devions comprendre, c'est d'éviter de faire un pamphlet où vous allez passer près d'1 heure ou 2 heures de temps à lire et à ne rien comprendre. Donc c'est pour cela que ce schéma a été fait pour permettre aux acteurs de comprendre. Nous allons refaire la même chose, cette fois-ci, ce qui n'a pas été. Donc pour ramasser, je peux dire à 80%, vous avez fait ce que vous avez promis. Tout à fait. Voilà, l'électorat est là pour apprécier tout ça. Manou Adiwanou, bonjour. Vous portez, quelque part on peut le dire, hein, oui, vous allez parler au nom de notre football, oui. Mais qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Hervé Pisa est candidat. Et il a été membre de la Fédération togolaise de football. C'est un homme qu'on connaît dans le sport, même si depuis un moment, on ne l'a plus vu en tant que tel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit, cette candidature? Je tiens tout d'abord à remarquer que je ne parle pas au nom d'un candidat, mais je parle en tant que journaliste. Et pour dire que, en fait, si vous le permettez, un petit clin d'œil par rapport au bilan de Apovi, du colonel Apovi, en disant que oui, certaines choses ont été faites, et surtout par rapport à l'administration, mais tout ce que je déplore un tout petit peu, c'est la non-déclaration à la caisse dont les employés de la fédération sont en train de se plaindre par rapport à cette réalité qui dure depuis des années. C'est pas seulement au niveau du colonel, mais il va falloir que cela soit réglé pour le bonheur de ces parents qui souffrent pour gérer leurs enfants à la maison. Par rapport, je dirais, à la question de savoir la liste Notre football. Oui. Que pensez-vous aujourd'hui de Hervé Pisa? Ce que je pense, en tout cas, c'est un candidat qui a déposé sa candidature et les têtes de liste. Et il a émis beaucoup de réserves par rapport à la procédure, surtout par rapport à la gestion de la commission électorale et bien de tout le processus en général. Qui conduit aux élections du 25. Aux élections, parce qu'il a eu à adresser des courriers, d'abord à la commission, ensuite à la commission électorale, ensuite à la commission de recours en matière électorale. Et voilà, c'est un peu suite à ces courriers que le candidat un peu, je dirais... Il pointait du doigt un peu le corps électoral aujourd'hui. On va dire qu'il y a une partie qui a été réglée avec les ligues qui vont plus voter. C'est un peu ça son inquiétude, non? C'était pas l'inquiétude fondamentale. L'inquiétude fondamentale, c'est de savoir quelle est la constitution du corps électoral. Et c'est dans ce sens que la commission électorale m'a également déçu par rapport à la publication, à l'établissement et à la publication du corps électoral, parce que dans les articles, c'est bien dit que la commission électorale établit le corps électoral en relation avec les statuts en vigueur. Et le congrès en question a été convoqué
sur la base des statuts votés le 20 janvier 2016 et donc stipulait clairement le corps électoral. Ce qui a été publié ne correspond pas du tout au corps électoral stipulé dans les statuts, ce qui aujourd'hui me laisse un peu perplexe par rapport à l'indépendance même de cette commission vis-à-vis du comité exécutif qui, selon moi, est en train un peu de mettre la pression sur cette commission. On se souvient, une commission au même titre élue comme la commission électorale a été dissoute par le comité exécutif sans bruit. Et je ne sais pas si c'est dans cette optique que, pour moi, la commission électorale essaie quand même de trouver un juste milieu, alors qu'avec les statuts, il n'y a pas de compromission. Il faut respecter les tests et tout le monde est tranquille. Autrement, la procédure est un peu viciée. Le président de cette commission est même en studio, Darius Atou. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour Franck, bonjour à tous les invités et à tous les auditeurs de Sport FM. Comment vous portez-vous? Absolument bien. Bien. Et le travail, ça se passe bien pour aller vers les élections du 25? Oui. Bien. Mais Manou s'inquiète de votre indépendance. Oui. Non, écoutez, je ne suis pas dans ce studio pour répondre à M. Adionou. D'ailleurs, globalement, je ne suis pas dans un débat de partisans et de courtisans. Et j'ai une lourde responsabilité avec une équipe engagée qui travaille à l'indépendance d'un processus qui devait pouvoir conduire à l'élection du comité exécutif. Et on s'en tient à ça. Si les acteurs apprécient différemment ce que nous faisons, je pense que les textes permettent toutes sortes de recours qui peuvent être exercés et c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Alors, sinon, vous faites votre travail. Alors, on fait notre travail tout simplement. Comment êtes-vous arrivé finalement à définir ce nombre de votants que vous avez dû publier? Si vous vous rappelez, la commission avait sorti un communiqué déjà par rapport au chronogramme et puis ensuite avait invité les clubs et associations au regard des dispositions transitoires pertinentes qui demandaient une certaine régularisation de procéder à cela sans délai. Et donc tout cela a été fait. Et donc, le secrétariat général, sous la foi de l'information qu'il nous, puisque c'est notre interlocuteur privilégié, nous a rapporté les éléments de preuve que les régularisations ont été faites. Dès lors, il faut lire les statuts ensemble avec quoi? Avec la résolution que le Congrès avait adoptée. Mon rôle n'est pas de dire est-ce qu'une décision qui est prise par une assemblée générale, dans le cas de l'espèce, un congrès d'une association sportive, est valable ou pas. Il faut s'interroger sur la nature de cet acte en droit des associations. Et quand l'acte est contesté, régulier ou irrégulier, il y a une procédure qu'il faut adresser. Donc, pour la commission, cette recommandation reste un acte normatif qui a toute sa validité et qui nous a permis effectivement d'aller aux 12 clubs conformément au statut D1 et D2 et aux 3 associations. Après avoir effectivement venir à la conclusion comme quoi, à ce jour, les ligues ne sont pas mises en place. Donc pour nous, les comités de mise en place des ligues telles que ça a été fait, pour nous, ce ne sont pas des ligues. Donc il est hors de question d'autoriser que ces comités puissent aller au vote. Voilà. Donc jusqu'à ce jour, il n'y a pas autre problème, il n'y a pas d'autres choses qui puissent entraver l'organisation dans les meilleures conditions de ce congrès-là? Non, pour ce qui nous concerne, non. La preuve, hier, la commission s'est réunie en plénière. Nous avons eu d'ailleurs la joie d'accueillir des actes de candidature. Et on les a examinés. On va même faire l'économie des délais. On a renvoyé aussitôt des observations aux candidats dont les dossiers ne sont pas vraiment au complet.
Ils avaient 5 jours depuis la clôture de régulariser. Le 26 dernier. Voilà. Et après quoi, nous sortirons la liste définitive. Donc c'est Nouvel Élan et Notre Football que vous avez aujourd'hui. Oui. Selon le constat que Lucie a adressé, c'est les 2 listes qui sont enregistrées. Voilà. Côte d'Ivoire, vous l'étiez. Mais on est en plein dans ce processus électoral et ça vient le 25. Mais avant, oui, il y a des choses à faire. On a aujourd'hui comme candidat, c'est vrai que la validation n'a pas encore été faite. Mais on espère qu'il y aura un duel entre le Nouvel Élan et puis Notre Football. Globalement, vous, quelle analyse faites-vous aujourd'hui? Alors, ce que je note avec intérêt d'abord, c'est que contrairement à 2016, contrairement à 2010, la FTF va à un congrès où il y a moins de tension, moins de friction, je peux même dire moins de conflits. Le contexte s'est apaisé un peu parce que le contexte de 2016, le contexte de 2009, le contexte de 2010, je crois qu'on s'est éloigné un peu de ce contexte-là. Et je crois que c'est un sujet de satisfaction pour moi seul. Et je voudrais qu'en 2024, que ce contexte s'apaise encore davantage et que l'expérience de 2016, 2019-2020 serve à la commission de 2024 pour que les choses se fassent encore davantage mieux, parce que tout est perfectible. Donc sur ce premier plan, je crois que on doit s'en féliciter. Le fait même qu'il n'y ait que 2 listes suppose à certains égards que beaucoup d'acteurs ont compris qu'il faut aller de l'avant et que les tensions, les frictions et les conflits permanents ont été pendant longtemps les premiers adversaires de ce football-là qui n'a aujourd'hui que son passé comme référence, alors qu'il faut construire le présent, il faut construire l'avenir. Sur le processus actuel, j'ai le sentiment, je peux me tromper, que la commission électorale, à mon sens, n'a peut-être pas eu du temps suffisant pour faire certaines choses. Je peux me tromper. Peut-être que les délais sont ce qu'ils sont. Mais lorsque j'observe, j'analyse les discussions qu'il y a eu entre cette commission et la liste de M. Pisa, je me dis que certaines choses auraient pu être réglées plus facilement si cette commission, par exemple, avait été mise en place 3 mois en arrière, 4 mois en arrière. Parce que c'est aussi ça qui nous manque parfois, cette anticipation-là. On sait qu'en 2020, il devrait y avoir un autre bureau. Pour moi, on aurait pu s'y prendre très tôt pour que la commission ait suffisamment de temps pour faire certaines choses. Et je crois que si ce problème-là avait été posé déjà 6 mois en arrière, 5 mois en arrière, il n'y aurait même pas autant de tensions. Je voudrais que je ramène ça, parce que dans le camp de notre football, je sens qu'il y a de la tension. Il suffit de lire leur courrier, de lire leur communiqué, de lire leurs mémos, vous sentez cette tension-là. Je crois que si c'était 3 mois en arrière, on sait qu'il y a encore 3 mois pour faire les choses, alors que maintenant on n'a que 1 mois pour convaincre les électeurs. Tout cela, c'est des facteurs. Est-ce que ces tensions ne sont pas normales? Parce que quand les dates, les jours s'approchent, dans les états-majors, on sent toujours... C'est justement ce dont j'ai parlé dans les prises de position, dans les prises de parole du groupe de M. Pisa. Cela se sent, et je crois que s'il y avait eu, si ce travail-là avait été fait plus tôt, il n'y aurait pas cette tension-là, parce que maintenant, ce groupe-là se dit, on n'a plus vraiment de temps, mais parce que pour une élection, souvent, l'un des problèmes, l'une des sources de problèmes, c'est le corps électoral, souvent. C'est le corps électoral, ce que les politiciens appellent le fichier électoral. Donc l'idéal est que
comment on appelle ça, tous ceux qui voudraient aller au scrutin s'accordent sur le fichier électoral. Et je veux croire que après ce que la commission Achou a fait, les deux partis vont convenir de cette liste-là, parce que c'est extrêmement important que les deux partis s'accordent sur le corps électoral et que ce corps électoral décide de l'orientation qu'il veut donner à notre football pour les 4 prochaines années. Oui, je voulais juste placer un mot au fait, la commission électorale a fait son travail. Comme le disait un de vos consoeurs Fifi, de laisser la commission faire son travail. Je voulais rappeler une chose, effectivement, sur le corps électoral. Quand vous prenez la RDC, République démocratique du Congo, de notre ami Constant Omari, leur dernier congrès électif, ils sont allés avec 11 votants sur 300 et quelques membres. 11 votants. C'est parce qu'il y a eu des problèmes. Oui, le problème était dû à quoi? Était dû à l'irrégularité des clubs. Et je reviens aujourd'hui vous dire une chose en ce qui concerne les ligues. Étant donné que je suis président du comité de réforme de la Ligue maritime, nous avions eu 2 cahiers de charges. Faire rouler le ballon, organiser la D3 intra-ligue, dégager les clubs de D3 pour la nationale. Ça, je peux dire que tous les présidents nommés ont fait leur travail dans leur juridiction. Deuxième volet, c'était de faire les tests. Et les tests, nous devions les tendre jusqu'au club. Et si vous vous rappelez très bien, au niveau de Lomé, au niveau de la Ligue Lomé Golf, depuis un certain nombre de temps, ils se sont bien structurés. Vous allez voir les clubs de Régional 1, Régional 2, District 1, District 2. Alors que tout le reste des ligues, toutes les ligues existantes avant, n'avaient pas su organiser cela. Alors, lorsque nous avons fini ce chantier de rédaction des tests standards que la FIFA et la fédération nous a confié, avec l'ensemble des acteurs au niveau des districts, il était question de reclasser maintenant les clubs. Avec le championnat intra-ligue, tout a été reclassé maintenant. Quand vous allez la Ligue maritime, la Ligue plateau, Ligue Cara, Ligue savane, tout est classé D3, Régional 1, Régional 2, District 1, District 2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Lorsque vous prenez l'ensemble de ces clubs dans leur juridiction, je vous assure que 1 sur 100 est conforme à faire réglementairement les congrès ordinaires, à faire réglementairement le congrès électif. Donc, la fédération nous a saisi pour dire, bon, ok, nous n'allons pas nous précipiter pour faire les réformes. Prenez le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Et vous vous rappelez également des élections communales que l'État a organisées. À partir de ces résultats, nous devions mettre en place les sous-districts. Donc, si les clubs se formalisent avec leur congrès, on revient, on met les sous-districts. Après les sous-districts, on vient, on met les districts. Et à partir, tout ce corps électoral devait maintenant élire la Ligue. Donc, aujourd'hui, vous voulez dire que vous êtes d'accord avec ce corps électoral publié par la Commission? C'est pour cela que vous n'allez pas voir ces acteurs. J'ai l'habitude de dire qu'on est 2 acteurs. Les acteurs directs et les acteurs indirects. Les acteurs directs que nous sommes, nous n'allons en aucun cas le faire parce que les tests statutaires le disent. Vous devez faire les activités et mettre le bureau ou renouveler le bureau. À partir du moment où 50% est fait, que ce n'est pas 100%, la commission électorale doit rejeter. Je suis satisfait de ce résultat. De ce résultat, oui. Manu. Oui, moi j'aimerais un peu clarifier, avoir beaucoup plus de clarification. Si nous prenons les résolutions, je pense qu'aujourd'hui, avec le corps électoral publié, c'est une partie des résolutions qui ont été prises en compte. Et le président de la commission venait de nous dire que les ligues, d'autant plus qu'elles ne sont pas encore mises en place. Alors, dans un premier courrier, c'était demander la régularisation du corps électoral, des membres de la fédération en tant que tel. Il y en a qui se sont régularisés, il y en a qui ne se sont pas régularisés. Et nous continuons en amputant une partie du corps électoral, en mettant les pieds sur les tests, en fait. Vous parlez des ligues qui... Justement. Pourquoi on a pu donner la possibilité à certains membres du corps électoral de se régulariser et à d'autres, on les expulse? Je peux répondre. C'est en cela
que moi je disais, en fait, la commission électorale, dans un premier temps, n'avait pas pour vocation de demander la régularisation des clubs. En plus de son courrier, du courrier de la commission. Est-ce qu'elle ne peut pas le faire parce que c'est elle qui contrôle cette commission, le processus? Elle peut, s'il y a des entités qui ne sont pas en règle, elle peut demander. Je crois que la commission constate, puisque la régularisation n'est pas du ressort de la commission électorale. Quand vous prenez le code électoral, nulle part il n'est dit que la commission électorale va demander la régularisation du corps électoral. On a donné pour mission à la commission électorale d'établir le corps électoral en conformité avec les statuts. Comment elle fait alors pour invalider ou valider certaines listes ou voilà. Toute la procédure est écrite. Toute la procédure est écrite. Il n'y a rien à inventer. Aujourd'hui, moi, je suppose que ce corps électoral est inventé. N'est pas en accord avec les statuts que nous utilisons au jour d'aujourd'hui. C'est là où moi je suis un peu inquiet parce que une grosse partie des acteurs du football ne vont pas participer à l'élection du président. Vous vouliez que les ligues votent dans cette posture-là? C'est ce que les tests disent. Si c'est que ces résolutions, d'abord même une résolution, bien sûr. Les 14, dites-vous, bien les 24? Non, on ne peut plus aller aux 14 parce que nous sommes avec les statuts du 20 janvier 2016. Alors, ce que je voudrais dire, si la commission voudrait avoir tout le corps électoral, la commission constate et dit, voilà, nous n'avons que ce corps électoral. Bien. Si la régularisation devait être faite, ce serait dans un processus parce qu'il y a le comité exécutif qui doit jouer un certain rôle. C'est ce que Kodo disait entre-temps, que si la commission avait du temps. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, on constate que le corps électoral n'est pas en conformité avec les statuts en vigueur. Donc, on fait des gymnastiques. Et dans ce sens, moi, je dirais que les acteurs, sinon les vrais acteurs ou les acteurs directs devraient véritablement s'asseoir et réfléchir. Pensez-vous, par exemple, qu'au Togo, est-ce que ce n'est pas la faute aux acteurs eux-mêmes? Oui, on y reviendra. Pensez-vous qu'au Togo, on peut dire qu'il y a vote et qu'on coupe la population en deux parties, de Sokodé jusqu'à Dapan, eux, ils ne vont pas voter pour le président de la République. Et puis, bon, on se dit, non, il n'y a pas de trouble, justement. On va donner la parole au président. Je pense ceux qui n'ont pas la carte électorale ne votent pas. Ne parlez pas si tous vous avez à la l'âge fois. de voter. Oui, non, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Mon ami Emmanuel est en train de dire quelque chose d'extrêmement grave. Et à titre pédagogique, moi je le dis encore, une fédération c'est quoi? C'est une association. Et dans le cadre de la loi de notre pays, toutes les fédérations d'ailleurs, pas seulement la fédération de football, elles exercent par délégation. Délégation pour remplir un service public. Donc tous les actes qui sont pris par une association, même si elle relève du droit privé, c'est des actes administratifs qui peuvent être appréciés. Le tout n'est pas de dire, on a pris une résolution, on a pris une décision qui n'est pas valable, qui est irrégulière. Mais quel recours a été exercé? Et pour tout acte, dès lors qu'il n'y a pas eu de recours, l'acte reste dans l'ordonnancement normatif. Première chose. La deuxième, c'est que à partir de la résolution du Congrès dont j'ai parlé, nous, notre rôle était de savoir si on partait de cette résolution, on avait toutes les garanties pour avoir un processus équitable, démocratique, qui est ouvert à tous. Et nous sommes venus à la conclusion comme quoi, dès lors que les comités de mise en place ont été nommés, il y aura un problème d'indépendance en tant que votant. Donc, dès lors, que ce soit les statuts ou le code électoral, nous avons le droit et le pouvoir de dire non, ces membres-là ne peuvent pas aller aux élections. Vous, en tant que commission électorale. En tant que commission électorale. Et je le précise, on n'a pas été législateur. Il faut bien lire les dispositions transitoires. Voilà. Les membres, l'alinéa 2, les membres qui doivent être régularisés,
Les dispositions transitoires disent les membres actuels. Nous étions au 20 janvier 2016. Oui. Les membres actuels. Donc vous me parlez de quels membres? Qu'on a laissé quels membres? Les membres actuels à l'adoption de ces statuts. Ça veut dire que s'il y a une autre personne morale, qui veut être membre de la FTF, elle remplit les conditions de l'article 13 et elle suit la procédure de l'article 14. Oui. Le dossier remonte au comité exécutif et ensuite qui est programmé en congrès. Voilà. Mais dans le cas de l'espèce, les membres comme Semassi, comme Gomido, comme Maranatha, comme Agaza, l'économie ou bien la préoccupation du législateur, c'est de leur permettre juste de remplir les conditions de l'article 13. Très bien. Et l'article 13, c'est juste des documents qu'il faut produire. Ça ne va plus au Congrès. Donc vous êtes en train d'imaginer une situation où on envoie un dossier de Semassi au Congrès, on pose la question au Congrès, est-ce qu'on accepte Semassi comme membre de la FTF? Ce n'est pas ça la compréhension. Non? Je vous en prie. Alors le cas de l'ASK. Si je suis le raisonnement du président, le cas de l'ASK est un cas critique. Parce que selon son premier courrier, il n'y avait que 3 membres qui étaient réguliers. Alors l'ASK doit se régulariser selon les articles énumérés et doit aller alors à un congrès avant d'avoir l'affiliation et le droit de vote. Si je me confère au statut que le président vient d'énumérer tout de suite, article 13 et l'article 14. Est-ce que c'est l'esprit Dans notre esprit, l'article 14 ne s'appliquait pas. L'article 14 s'applique à tout, ça dit toute personne morale. Je ne veux pas dire membre, ça peut porter confusion. Qui veut solliciter son affiliation à la FTF? Oui. C'est différent. C'est pourquoi je dis la SK n'était pas en 2016, n'était pas encore en première division en 2016. Ni en deuxième, n'était pas dans le corps électoral. Alors, pour que la SK soit dans le corps électoral, aujourd'hui, il faut un congrès qui accepte les conditions, les dossiers, c'est-à-dire valide la SK dans le corps électoral. Ce qui n'a pas été fait. Écoutez, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voulez encore réagir? Parce que de toute façon, la commission va organiser une conférence de presse. Je ne suis pas venu ici pour répondre à mon ami. Oui, c'est un débat. Pour la clarification, c'est important de se dire, et puis après tout, il y a aussi la notion de l'intérêt général. Comme en droit général, c'est quand vous donnez un délai pour faire un recours. Et puis, le délai est passé, vous n'avez pas exercé le recours. Dans l'intérêt de la loi, par exemple, et ça c'est au niveau de la Cour de cassation, le procureur général peut exercer le recours pour que ce qu'on est en train de reprocher à cette situation ne se reproduise plus. Donc nous, on s'est dit, quelle est la situation qui est dans l'intérêt du football togolais aujourd'hui? Est-ce que c'était d'aller à un congrès avec les 3 associations, ce que d'ailleurs les statuts n'accepteraient pas parce que la question de l'équilibre n'existerait pas, n'est-ce pas? Puisque les différentes catégories de membres doivent être présentes. Oui. Mais l'intérêt, c'est effectivement de permettre à ce que les membres qui auraient pu régulariser leur situation au 20 janvier sur les 2 ans là puissent le faire. Maintenant, c'est une décision de la commission. Si quelqu'un n'est pas d'accord, elle peut exercer un recours. Oui, on va, avant de Aristide Kouvidia, oui. Le corps électoral ne semble pas convaincre tout le monde. C'est 27 désormais, si je fais bien les calculs. Ça sera 27. Oui, lorsque vous faites vos analyses au niveau de Africain Faux Sport, mais qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de tout le monde. À part Manu Adianou qui, dans ce studio, a dit qu'il ne parlait pas au nom de notre football, mais finalement, j'ai l'impression qu'il a parlé au nom de notre football. À part Manu Adianou, je n'ai pas entendu le président de l'ASOTL, le président de l'Est Togoport, le président d'Asco de Cara, enfin, des clubs de première division, réagir. Au moins, non, parce que j'ai l'impression que des gens parlent au nom des acteurs directs sans être arrivés peut-être à arracher ne serait-ce un parrainage par rapport donc à ces clubs de première ou de... Non, je ne te suis pas. Non, parce que j'estime qu'il y a dans le droit, il y a un principe sacro-saint qui dit actori incubit probatio. Ça veut dire quoi? La charge de la preuve incombe au demandeur. Vous reprochez des choses à des gens, mais vous n'arrivez pas à apporter des preuves. Quand on me dit que la SCK, par exemple, n'est pas en conformité avec les tests, alors que nous sommes en 2019, mais il ne faut pas oublier également qu'en février
2019, il y a eu un congrès. Ce n'est pas le comité exécutif, c'est mon avis, ce n'est pas le comité exécutif qui a décidé que le corps électoral soit ainsi. C'est le congrès. Le congrès est au-dessus du comité exécutif. Mais nous tous, nous savons que dans une association, c'est l'Assemblée générale qui est, en tout cas, l'organe suprême. Ce n'est pas le comité exécutif qui a décidé qu'on aille peut-être à cette méthodologie, qu'on ait 12 clubs. Donc pour vous, le 27 ne vous pose aucun problème. Tout va bien. Non, mais ce n'est pas une question de problème ou pas problème. Moi, je pense quand même que les choses se déroulent dans la norme des choses. Bon, le président de la commission vient de nous apprendre qu'il y aura une conférence de presse. Bon, on en saura davantage, mais pour moi, je pense quand même que les élections auront lieu, quoi qu'il en soit, parce qu'en réalité, j'ai compris finalement, c'est mon constat. Oui. Les présidents de clubs ne veulent plus traverser, disons, ne veulent plus revivre ces crises. C'est vrai. Oui, mais c'est le constat. Parce que jusque-là, comme je le dis, je n'ai pas écouté les présidents de clubs réagir. J'ai souvent l'habitude de vous dire que lorsqu'on n'a pas l'habitude de réagir, hein? Non, mais non, ils réagissent le jour du congrès. Voilà, et ce sont eux qui vont décider. Ouais. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de vous rappeler à chaque fois que lorsqu'on vous frappe, vous avez le droit de pleurer. Mais c'est aussi votre droit si vous décidez de ne pas pleurer. Si vous pensez qu'on a frappé ces présidents de club et ils ont refusé de ne pas pleurer, c'est leur droit de ne pas pleurer. C'est pour ça que je dis, il y a des voies de recours. Vous êtes d'accord avec une décision, vous n'êtes pas d'accord avec une décision qui a été prise à un congrès, il y a des voies de recours. Nous sommes dans un pays de droit. Et d'ailleurs, la loi, c'est quoi? Tout le monde nul n'est censé ignorer la loi. Bien. Nous sommes là à faire des interprétations. Vous êtes d'accord avec les 27 votants. On a compris votre développement. Iko n'a pas encore réagi dans cette histoire-là. Lui également va nous dire ses sentiments par rapport au processus, au corps électoral. C'est ça même le nœud du problème. Les 27 finalement. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, aujourd'hui, je crois que les uns et les autres ont été peut-être pris de coups par rapport à la communication du corps électoral. Parce que c'était le grand problème. Je me rappelle dans ce studio, on évoquait ce problème et moi, mon inquiétude était sur les ligues. Et je me disais, je crois que M. Darius était là, je me disais que ce serait peut-être faire entorse au statut en acceptant les ligues. Parce que vous vous rappelez, avant le congrès de 2019, comme M. Darius l'a dit, c'est l'État qui a réorganisé, on va dire, les ligues. Tout à l'heure, Kodjo a eu l'intelligence de demander peut-être, est-ce qu'on parle des ligues, des 14 ligues, ou bien des 24. Des 24. Parce que c'était 6 ligues et que chaque ligue devait aller au vote avec 4 membres, 4 voix, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu ce problème à régler rapidement entre les 14 et les 24. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, moi, à mon entendement, c'est pourquoi j'avais demandé un peu plus tôt, est-ce que les électeurs sont déjà définis? Je parlais des votants. Et il fallait comprendre que ceux qui voulaient aller aux élections avaient déjà une idée sur l'électorat. Puisque on va recueillir la voix de l'électorat. Et je me disais que ça allait être un peu difficile parce que les ligues ne sont pas encore conformes par rapport au statut. Et là également, je me disais que, attention, j'avais posé le problème ici, on avait parlé de 12 clubs en première division et de 12 également en deuxième division, alors que nous évoluons cette saison avec 14 clubs en première division et 20 en deuxième division. Comment cela allait se faire? Donc, je comprends qu'aujourd'hui, les uns et les autres ne soient pas d'accord. Mais je crois que la commission électorale a situé les uns et les autres en prenant cette décision. C'est vrai également qu'au congrès de Kara, on avait admis les associations, l'association des entraîneurs, l'association également des arbitres et des anciens footballeurs. Donc, quelque part, j'étais un peu situé. Mais le problème également, peut-être que certains ne comprennent pas. Quand aujourd'hui, je comprends Manou qui parlait du congrès de l'ASK, je me demande, est-ce que avec les 27 aujourd'hui, c'est ASK seul qui fait problème? Si ce n'est pas ASK qui fait seul, si ce n'est pas ASK seul qui fait problème. Je vous rappelle également que par le passé,
L'affiliation était automatique. Tant que vous jouez le championnat, vous jouez la D3, vous jouez la D2, vous montez en première division, c'est automatique. Vous êtes affilié et vous obtenez en même temps votre droit de vote au niveau de la FTF. Dans ce cas, il faut produire les documents. Dans ce cas, vous produisez les documents comme les clubs l'ont fait, notamment Maranatha qui s'est rétabli dernièrement, le lundi dernier. Vous organisez votre congrès et vous produisez votre rapport à la FTF et vous êtes automatiquement à jour. Maintenant, moi, le mal, c'est que la Fédération togolaise de football, le comité exécutif qui était en place, n'avait pas su faire les choses à temps. Parce que moi, j'estimais qu'avec 4 ans, un mandat de 4 ans, on devait réorganiser les ligues et partir sur de nouvelles bases. C'est là où moi, j'estime que peut-être par contre de temps, M. Dagba essayait d'expliquer. Moi, j'aurais voulu avoir peut-être soit le secrétaire général ou un membre du comité exécutif pour pouvoir nous l'expliquer correctement, pour nous dire comment est-ce que ça a été fait pour que les ligues ne soient pas conformes. Mais selon sa démonstration ou bien ces informations, je pense que c'est peut-être vrai. Mais si nous retournons un peu en arrière, les ligues pouvaient se réorganiser en tenant compte des clubs ou des sites qui sont en conformité. Et comme ça, malheureusement, les gens ne s'entendent pas dans les districts. Voilà. C'est aussi un problème. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que selon le travail de la commission électorale, aujourd'hui, comme Kodjo l'a dit, par exemple, s'il y a trouble, il y a trouble quelque part au niveau électoral, mais la zone là est mise peut-être en réserve et l'élection continue. Aujourd'hui, je pense que nous avons un code électoral. Maintenant, il appartient à ceux qui veulent postuler d'aller affronter l'électorat là et voir ce qu'on peut avoir. Mais je crois qu'il y a des possibilités de recours encore. Maître en a parlé. Je voulais juste placer un mot. Oui, très rapidement, on va pour dire ceci. Même le code électoral défini dans notre statut est évolutif. Si vous prenez le championnat beach soccer, qui n'est pas encore mis en place, qui sera prochainement mis en place, les clubs de beach soccer doivent être des votants. Si vous prenez par exemple la ligue professionnelle ou la ligue amateur du football féminin, ce n'est pas encore mis là. Sa mise en place sera faite prochainement. Ça veut dire qu'au prochain congrès ordinaire, lorsque on fait monter les votants au niveau des clubs, on doit également faire monter les votants au niveau des ligues. C'est pour équilibrer la force entre les clubs et les ligues. Que Calvaro, à l'époque, j'étais membre de la commission d'organisation de ces statuts. Et il nous a dit ça. À partir du moment où vous n'avez pas encore mis en chantier le beach soccer, le futsal, le football féminin en ligue amateur, vous n'allez pas définir son corps électoral pour qu'il y participe. Oui, ils ne sont pas dedans. C'est pour ça que je voulais dire que c'est évolutif. Au prochain congrès, on peut reviser cela et faire monter. Moi, personnellement, j'allais au congrès de Santa Maria avec mon club SNPT, qui aujourd'hui est relégué en D3. Je n'ai pas droit de vote. Je ne me plains pas. Tel qu'il a dit, tous les clubs qui évoluent en première, deuxième, troisième division sont de facto affiliés à la FTF. La régularisation ne pourra que se faire sur papier. On ne peut en aucun cas aujourd'hui demander à un club lors d'un congrès ordinaire, est-ce qu'il est admis? Non. Parce que notre championnat est à cheval sur 2 années. Bien. Voilà. Nieni Sebabi, vous voulez placer un mot? Non, je pense vous êtes l'association des entraîneurs de foot à droit de vote? Oui, bien évidemment. Monsieur Nieni Sebabi, il est le président de l'association d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous dit à quelques semaines de ce vote-là? Non, vous savez, d'aucuns l'ont dit, nous sommes là, nous sommes votants. Bon, il faut que qu'on nous approche, qu'on nous donne le programme, et puis voilà, si le programme qui nous est alléchant, nous allons voter. Donc pour le moment, aucun candidat ne vous séduit, ni Nouvel Élan, ni notre football. Ce n'est pas ici que je vais me prononcer. C'est dans la salle du congrès. En fait, Franck, je voulais signaler quelque chose. Oui, quoi? Si allez-y. Le comité de réforme mis en place aujourd'hui a profité à un candidat. Oui, président, c'est ici que je veux. Notre football. C'est vrai? Oui, parce que le président du comité de réforme de la Ligue maritime est sur la liste de Hervé Pisa. Bon. Qui est encore
qui n'est pas conforme au test. Bon, Voilà. ça c'est... Franck, oui. vous permettez- Non, on va d'abord écouter le président de la commission. On parle de question de temps. Vous en avez eu, vous avez manqué de temps dans votre travail? Non, pas du tout. Hein. Le chronogramme, les délais sont définis dans les statuts. Maintenant, c'est-à-dire que par rapport aux ligues et autres, c'était au comité exécutif de dire, voilà, on a lancé un processus et il faut que la commission peut-être vienne superviser et tout simplement. Non. Manu? Oui, je prends au mot un peu Monsieur Henri Diagba, qui parlait d'équilibre des entités, qui était le soubassement même des réformes au niveau des statuts, c'est-à-dire les clubs, les ligues, les associations constituées. Et aujourd'hui, je ne sais pour quelle raison, on enlève une entité de cet équilibre-là. Vous revenez encore au Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce que oui. Est-ce que la solution la plus facile, est-ce que ce n'est pas de les mettre à l'écart parce qu'elles ne sont pas conformes aux... Les comités de mise en place de ligues ne sont pas des ligues. Pourquoi ne pas faire en sorte que ces ligues puissent avoir leur existence juridique, se régulariser et voter? Pourquoi on permet à d'autres de le faire et sur la même résolution... Non, à qui, par exemple? Oui. Laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout. Pourquoi prendre une partie des résolutions qu'on clame, qui s'imposent à tout le monde? On prend cette résolution, on prend une partie de cette résolution qui nous arrange et on laisse l'autre. Alors, je reviens sur aussi un propos du président de la commission en disant oui, il faut voir le contexte et tout. C'est ça qui a fait que le comité exécutif a dissous la commission de recours nommée au cours d'un congrès parce que, soi-disant, on veut maintenir une certaine sérénité ou stabilité ou pour l'intérêt du football. Pour l'intérêt, on met les tests de côté. Si nous allons de cette manière tout le temps, je ne pense pas que c'est en tout cas selon moi. Aujourd'hui, il faut repousser. Pour faire en sorte que toutes les entités respectent l'équilibre. Pour entrer dans le vide juridique. Voilà, le comité de normalisation. Nous ne voulons pas admettre d'abord que le nouvel élan avec le président Akpovi est échoué sur le plus important de leur mission, de leurs recommandations. Et nous voulons escamoter les étapes, ce qui n'est pas normal. La commission électorale ne devrait, dans son constat, dire qu'en l'état actuel, avec 3 votants en règle, on ne pouvait pas aller aux élections. 1. De 2, même après régularisation, Monsieur Ikorodi parlait de, je sais pas, reconnaissance ou quelque chose comme cela. Écoutez, les tests sont clairs. Et c'est la commission qui a bien dit qu'il n'y avait que 3. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi nous allons encore courir pour créer de précédents. Le mieux, ce serait de prendre le temps de mettre les choses en place. Parce que si dans 4 ans, on n'a pas pu le faire, je ne sais pas si dans 8 ans, on le ferait, si nous ne nous mettons pas une certaine pression et nous ne nous mettons pas ensemble pour le faire pour le bien du football. S'il vous plaît. Prosper, donc tout ça n'a pas réagi. Avant vous, Franck. Vous savez, moi, bonjour Franck. Oui. Les débats juridiques, je n'en sais pas trop. Oui. Donc, mais analyser en tant qu'enseignant, je n'aime pas tromper les enfants. Oui, je ne suis pas fort en juridisme, mais j'ai écouté, il y a le parallélisme des formes par rapport à ce que Manu dit, par rapport à ce que M. Atiodaris dit, par rapport à ce que tout le monde dit, c'est en train de dire. Mais je crois quand même que, pour moi, l'essentiel est que l'on s'entende totalement sur toutes les possibilités qui peuvent amener à la calmie. Pour moi, ces 4 ans, on a tous fait amende honorable. Les années passées, toutes les fédérations qui sont restées, ils faisaient quelque chose de bien, mais on tirait à boulet rouge sur eux, et elles plutôt. Celle-ci, on s'est dit, on doit garder le calme pour qu'on aille vraiment
dans la bonne résolution. Maintenant, si l'élection peut encore amener d'autres problèmes, alors aux acteurs de juger, de voir dans quelle mesure on peut s'entendre pour qu'on revienne de ces élections-là, main dans la main et autres. Même, je l'ai dit la dernière fois, certains qui avaient aussi l'ambition de s'annoncer pour les élections ne l'ont pas fait. Pourquoi? On se demande, il y a des interrogations. Donc, que les acteurs s'entendent pour qu'on aille. Maintenant, moi, je ne veux pas me mettre la pression pour dire oui, non, voilà. Moi, c'est ça. Bien, oui. Très rapidement, Kojo, vous voulez placer... Oui, je voudrais surtout faire remarquer, quand je lis les documents de notre football, j'ai le sentiment que les réclamations que la liste l'a fait, elle aurait pu faire ces réclamations-là plus tôt, parce que dans un contexte comme tel... Vous parlez de notre football? Oui. Quand je lis leurs documents, c'est le sentiment que j'ai, ça, que ces revendications-là arrivent à un moment où peut-être beaucoup de gens ne sont plus à cette étape. Et je me demande si cette candidature-là était pensée 6 mois en arrière, 1 an en arrière, ou bien c'est 2 mois plus tôt seulement qu'elle a été pensée. Donc, cette liste aurait été peut-être plus efficace pour le football togolais et pour elle-même si 6 mois en arrière déjà au congrès, au lendemain du congrès de Santa Maria, si elle avait pu dire attention, nous ne sommes pas d'accord. Mais je ne connais pas leur stratégie, mais je constate tout simplement que, à mon sens, cette liste-là est un peu en retard sur le timing. Cela fait qu'elle peut être en train de faire des réclamations légitimes. Mais le contexte dans lequel elle le fait est tel que beaucoup de gens pensent, avançons. Et je considère, j'ai insisté là-dessus au départ, une chose fondamentale, quand on parle d'élection, il faut que toutes les parties s'accordent sur le corps électoral. Heureusement que Maître Darius a dit qu'il y a des possibilités de faire des recours. Sur la question des ligues, à la différence de Manou, je crois que... vous m'avez donné... Je vais terminer. Oui. À la différence de Manou, sur la question des ligues, je crois que ça peut être comment on appelle ça? Ça peut être un mal qu'on a fait, mais c'est un moindre mal à mon sens. Parce que si la question des ligues fait problème, si les commissions des comités de réforme, tout le monde convient qu'ils ont été nommés, que leur transformation en votant peut créer des problèmes même rationnels, je crois aussi que la plus simple des solutions, peut-être même là c'est une mauvaise solution, mais c'est la plus simple, c'est de les écarter, je crois. Et je crois que, censément, ça ne devrait pas gêner. Si tant est qu'on a convenu d'écarter l'entité Ligue parce que leur situation juridique n'est pas tout à fait ce qu'elle devrait être. Pour moi, ça doit être... C'est une solution, mais la moins mauvaise des solutions qu'on pouvait trouver. Bien. On va boucler cette histoire de congrès. On va s'intéresser à autre chose. Il nous reste que 15 minutes, on va dire. Oui, vous avez 1 minute pour boucler et 1 minute aussi pour le président de la commission. Oui, ne vous inquiétez pas, je viens à vous, Manu. Au fait, je voudrais dire quelque chose qui est aussi très important sur la conduite à tenir prochainement dans notre cadre des élections. C'est que nous constituons une association. Et les résolutions prises la dernière fois à Santa Maria ont été une décision du Congrès. Autour de cette table, qu'on me dise par quel mécanisme peut-on annuler cette décision? Par quel mécanisme juridique on peut annuler cette décision? Je suis président du comité de réforme de la Ligue maritime. Je vous ai expliqué le pourquoi nous ne sommes pas arrivés à terme de notre mission. C'est fait 50%. Et aujourd'hui, nous nous attelons pour que les clubs puissent se mettre à jour. Et les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années, nous allons mettre en place ces comités où la Ligue, les membres de la Ligue, les membres du district, les membres du sous-district. Nous ne pouvons pas, lors d'une réforme, aller à la va-vite. Et pour conclure, même dans l'ordre et dans le désordre, le 25, le Congrès aura bien donné lieu. Oui, Manu a dit à nouveau.
Monsieur Henri Diaga venait de dire tout de suite que par quel mécanisme on peut annuler cette décision. Par quel mécanisme la commission a pu amputer une partie? Je me pose la question. Voilà, donc par ce mécanisme aussi, on peut l'annuler. Oui. Vous avez une minute, laissez-le aller. Allez-y, très rapidement. Pour terminer, en fait, il ne faudrait pas des critères discriminatoires. On se base sur les classements. Imaginez la FIFA qui fait un congrès se base sur le classement FIFA mondial. C'est discriminatoire. Un club qui a joué première division, qui s'est fait reléguer, n'a même pas droit de vote, alors qu'un club qui joue en deuxième division, qui est resté en deuxième division, a droit de vote. Ce sont des critères discriminatoires. Que, en fait, on ne devrait pas... Qui a accepté ça? C'est pas le Congrès? Pourquoi le Congrès a accepté les ligues et la Commission les refuse? C'est le Congrès qui a accepté, oui ou non? Sous condition. Voilà. Sous condition. Donc, c'est ça, en fait, la chose. Donc, comme il vient de le dire, ce n'est pas la peine de se précipiter pour créer encore des précédents. Bien. Moi, je pense qu'il faut aller comme cela se doit pour que ça aille. Le président de la commission. Cette question n'a pas sa raison d'être. Monsieur Henri Diaga. Oui, cette question n'a pas sa raison d'être. Mais être un acteur, est-ce qu'on a un diplôme de devenir acteur? Vous n'avez plus la parole. Non, monsieur le président, je suis désolé. Vous n'avez plus la parole. Le niveau du débat. Non, mais oui, assez rapidement. Moi, je voulais quand même préciser que ce corps électoral qu'on a sorti, c'est en toute indépendance. Il n'y a pas de pression qui venant de qui que ce soit. Et puis, sur la question des ligues, il faut aller bien lire les dispositions de l'article 20 de nos statuts. Ce texte est tout à fait clair. L'FTF ne reconnaît pas les organes d'un membre n'ayant pas été régulièrement élu suivant le code électoral. C'est simple. On n'a même pas, ce n'est pas un cas d'école, il faut dire on accepte, on n'accepte pas. Non, des gens sont nommés, ils ne peuvent pas être indépendants. Donc nous, on a jugé ne pas les accepter. Maintenant, que ce soit le comité exécutif ou que ce soit des candidats, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à essayer de recours. C'est tout simple. Très bien. Merci d'être venu partager ces moments avec nous. On va te marquer une pause. Les élections, pour le moment, c'est le 25 janvier 2020. Et voilà, donc, Tchakbele Tchatibara, bonjour. Bonjour Franck, bonjour fidèles auditeurs de Sport FM. Tout va bien? Oui, ça va, ça va. Et le président est en place, oui, dites-nous. Oui. Bonjour. Bonjour Franck. Vous allez bien? Comme d'habitude. Cobretam. Effectivement. C'est terminé cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on retient? Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à retenir, c'est comme d'habitude. On a commencé sans problème et terminé sans problème. Il n'y a pas eu d'incident. On remercie Dieu, on remercie tout le monde. La participation de tout un chacun, ça, je ne sais pas si complètement ému, c'est bien passé. Donc aujourd'hui, c'est un bilan satisfaisant que dresse le président. Bilan satisfaisant, effectivement. Puis c'est bon. Pas de carton. Bon, pas de carton, je dis il n'y a pas de carton, il n'y a pas assez de carton comme d'habitude. Il n'y a pas assez de carton comme d'habitude, c'est ce qu'on souhaite. Tchakbele Tchatibara, vous, qu'est-ce que ça vous dit, cette édition? Cette édition, dans son ensemble, a été vraiment meilleure que les précédentes. Dans la mesure où nous avons joué cette 9e édition avec carton rouge 0. Et au total, il y a eu 19 matchs. Et dont 19 buts également. Et il y a eu 10 cartons jaunes. Et le meilleur buteur est terminé avec 3 buts. Il s'agit du joueur de Zinaria, Babakarmi Lukman. Et nous avons aussi, en termes d'engouement du public, vraiment cette année, nous avons eu plus de public et aussi plus de participants en nombre. Donc, c'est l'occasion de dire merci vraiment à nos parrains, à nos sponsors, et qui n'ont jamais ménagé aucun effort pour que ce tournoi puisse progresser. Et aussi, c'est le lieu ici de dire bravo à l'équipe qui vient de remporter. Et c'est Aoussa Zongo, et du doyen Ali Massaoudou
ils viennent d'afficher 3e étoile sur leur maillot. Ouais. Donc c'est le plus titré. Non, le plus titré, c'est Espoir de M. Baba Touré. Avec 4 étoiles. 4 étoiles. Oui. Ouais. Donc, on est en Ligue des Champions là. Voilà. Et Diama qui termine avec 2 étoiles. Toujours, ça fait 9 éditions, mais c'est toujours les 3 équipes qui se partagent les trophées. C'est là, moi, mon inquiétude. Et les autres équipes. Il faut qu'elles travaillent. Voilà, il faut qu'elles travaillent. Il faut une bonne organisation, surtout. Puisque c'est les gaillards. Si vous n'êtes pas bien organisé, déjà avec le premier match, on se souffle, c'est fini. Alors que la compétition est un peu longue. Cette année, il y a eu 9 clubs. Vous voyez qu'on a eu au total 20 matchs. Donc, si vous n'êtes pas bien organisé, c'est seulement le premier match, vous allez tenir, les autres matchs, vous allez prendre des buts. Et c'est ça qui est arrivé aussi aux autres clubs. Donc, c'est l'occasion de leur dire vraiment que la famille, ce n'est pas pour Espoir, Diama, Yaoussa Zongo, mais c'est pour tous les clubs qui participent. Ils aussi n'ont qu'à faire un effort pour que prochainement, on puisse avoir dans notre livre une nouvelle équipe pour le trophée. Le trophée, oui. Président, vivement la 10e édition, c'est ça? Effectivement. Oui. On promet quoi déjà? La 10e édition, là, déjà, puisque ça tout déroule, c'est Zinaria qui va l'organiser. L'équipe du président de Kobré même, M. Sani Traoré. Donc, ce serait le 25 décembre prochain. 2020. Et il nous a promis que ce serait meilleur que même ce que nous avons vécu. 10 ans dans la vie d'un enfant, c'est toujours bien. Donc, merci d'être passé. Merci. Vivement la 10e édition l'année prochaine. À bientôt. Oui, on est vraiment acculés aujourd'hui. On va tricher carrément les auditeurs. Je ne sais pas si vous aurez en tout cas votre tribune. Robert Daba, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui. Bonjour à nos fidèles auditeurs. Une détection de talent, une compétition avec le Bayern de Munich, ce club bavarois de l'Allemagne. C'est un rêve ou une réalité? C'est une réalité dans la mesure où la phase finale de cette compétition est à sa 9e édition. Au mois de mai 2020. C'est une réalité. Des pays africains ont déjà participé à une telle Coupe internationale de la jeunesse. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas de n'importe quoi, c'est une réalité. Et comment c'est arrivé? Oui, qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Vous savez que Elite Foot Management faire la promotion du footballeur togolais. Donc, on est toujours à la recherche de ce qui peut vraiment aider la jeunesse togolaise. On est tombé sur ce tournoi, cette coupe internationale. Le FC Bayern et son partenaire Good, l'association internationale, nous ont fait confiance et ont accepté. Et ils ont accepté pour que cette année, nous puissions organiser un tournoi de détection ici, choisir les meilleurs joueurs du Togo, les meilleurs joueurs des académies et centres de formation pour participer à cette phase finale au mois de mai l'année prochaine. Donc la détection a lieu quand? La détection a lieu à partir du mois de janvier. Nous commençons le 11 janvier, nous finissons le 29 février. Pour quelle catégorie? Pour la 8-16, mais spécialement pour ceux qui sont nés en 2004 et en 2005. Voilà, donc la compétition elle-même, c'est en mai 2020. Mai 2020, ici, à Lomé. Au stade Allianz Arena. Du FC en Allemagne. En Allemagne. Ah oui, là c'est intéressant. D'accord, donc apprêtez-vous les jeunes, apprêtez-vous, parce que là, aller jouer à l'Allianz Arena du Bayern de Munich, c'est un stade magnifique, je peux vous l'assurer en tout cas. Un stade qui a déjà abrité une finale de la Champions League, oui. la Champions League européenne, donc c'est une bonne opportunité pour les jeunes, surtout que il y a une possibilité pour que ces jeunes-là rentrent dans les centres de formation du FC Bayern. Et il y aura aussi de nombreux recruteurs internationaux qui seront là. C'est vraiment une opportunité pour nos jeunes. Vous savez, au Togo, on a un problème de formation. Quand on parle de formation d'un joueur, il y a la pré-formation, la formation proprement dite et la post-formation. Quand nous prenons nos joueurs qui sont dans les éperviers aujourd'hui,
c'est pas eux tous qui ont respecté le cursus. Le cursus. Et vraiment, quand vous ne respectez pas tout ça, là, au haut niveau, vous allez traîner des lacunes. Bien. Donc, nous voulons donner une opportunité à nos jeunes de 15-16 ans d'aller s'exprimer en Allemagne et avoir l'opportunité de rester dans des grands centres de formation pour avoir une très bonne formation et venir servir le pays. Merci Robert Daba de nous donner ces précisions, le patron d'Elite Foot Management par rapport à ce projet qui a lieu en mai prochain en Allemagne au stade Allianz Arena du Bayern de Munich. Vous voyez un peu ce que ça donne. Merci. Merci à tous les invités. Nieni Sebabi, nouveau sélectionneur des éperviers U20. Merci à Henri Diagba qui vient de la fédération. Merci à Manu Adiwanou, Iko Rodrigue, Prosper Agboklou. Merci à Aristide Covidien. À tout, Darus était dans ce studio. Merci à tout ce beau monde, la NASPM. Les auditeurs, on va vous faire une très belle chanson pour vous calmer. Aujourd'hui, ça n'a pas été possible. C'est toujours pour votre bien, pour vous informer de la manière la plus efficace possible. Allez, portez-vous bien, surtout bonne fête. Et l'homme à Dovon, merci pour la vidéo. On se retrouve à très bientôt.